Troisième point qu'il convient d'aborder ici, c'est celui des sources du droit fiscal. Les sources du droit fiscal, eh bien, la loi, on le sait, est longtemps restée la principale source du droit fiscal en France. Et ce rôle prépondérant s'expliquait assez largement par le légicentrisme qui a prévalu et qui a durablement influencé nos institutions. Cela venait également de l'affirmation du principe du libre consentement à l'impôt. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme que tous les citoyens, je le cite, ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, ce qui renvoie au vote de la loi, la nécessité de la contribution publique. Ils ont le droit de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Néanmoins, la loi a perdu une large part de sa suprématie en matière fiscale, compte tenu d'évolutions nombreuses qui ont touché, d'ailleurs, au-delà du droit fiscal, l'ensemble du système juridique français. Aujourd'hui, la formation du droit fiscal est effectivement soumise à des normes constitutionnelles et internationales dont l'autorité plus élevée a été garantie, de plus en plus garantie progressivement, ou de mieux en mieux garantie. Autrement dit, le développement du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel, l'affirmation d'un contrôle du respect des normes internationales par la loi devant le juge administratif et judiciaire également, ces deux phénomènes ont conduit à une certaine relégation de la loi parmi les sources du droit fiscal. Alors nous pouvons aborder tout de même, pour en donner une présentation aussi complète que possible, les différentes sources du droit fiscal, en commençant par les sources internes. Les sources internes du droit fiscal sont aujourd'hui dominées par les règles de valeur constitutionnelle. Pendant longtemps, pendant de longues années, le droit fiscal n'a entretenu que peu de rapports avec le droit constitutionnel. Il faut dire que le corps même de la Constitution contient peu de dispositions intéressant directement le droit fiscal. Ces dispositions se limitent en vérité essentiellement à l'article 34. Article 34, on le voyait tout à l'heure, qui affirme la compétence du législateur s'agissant des règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature. La situation a cependant évolué à partir des années 1970 avec le développement du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel, avec aussi l'intégration dans ce que l'on nomme le bloc de constitutionnalité, en conséquence, donc dans les normes de référence du contrôle du Conseil constitutionnel, de deux textes essentiels que sont, d'un côté, le préambule de la Constitution de 1946, de l'autre, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Compte tenu de ces éléments, les règles constitutionnelles ont pris progressivement une importance considérable parmi les sources du droit fiscal. Non seulement plusieurs principes de valeur constitutionnelle concernant potentiellement le domaine fiscal sont contenus dans ces deux textes et donc deviennent des normes de référence du Conseil constitutionnel, du contrôle du Conseil constitutionnel lorsqu'il examine la conformité des lois aux exigences de la Constitution. Mais en outre, l'autorité effective de ces normes de référence constitutionnelle sur la loi a été garantie par l'évolution du contrôle de constitutionnalité dans ses modalités. Il se trouve que ce sont des rappels d'une cours de première année, mais au cours des années 1970, on a vu la saisine du Conseil constitutionnel élargie à 60 députés ou 60 sénateurs, autant dire à l'opposition parlementaire, et les régulières saisines du Conseil réalisées par l'opposition en tout temps ont favorisé la constitution de toute une jurisprudence constitutionnelle relative à la question fiscale et ont aussi favorisé, évidemment, l'effectivité de la soumission de la loi aux exigences de la Constitution. Il faut aussi, ici, mais c'est encore une fois un rappel, souligner l'importance de la question prioritaire de constitutionnalité qui permet au Conseil constitutionnel
Eh bien, de vérifier, d'être saisi en tout cas, de la question de savoir si une loi déjà en vigueur est conforme aux exigences constitutionnelles, aux exigences du bloc de constitutionnalité. On s'aperçoit, lorsqu'on examine ces questions prioritaires de constitutionnalité, que beaucoup d'entre elles concernent le droit fiscal. La loi reste donc une source non négligeable du droit fiscal, mais on le comprend, c'est une source aujourd'hui, une source du droit subordonnée, et donc subordonnée d'abord aux exigences constitutionnelles. À cela s'ajoute l'existence d'un contrôle de la conformité de la loi aux exigences des conventions internationales. Là encore, le processus a pris un certain temps, s'est étalé sur plusieurs années, mais à partir de la fin des années 1980 et du début des années 90, la jurisprudence judiciaire comme la jurisprudence administrative ont convergé vers des évolutions qui garantissent la soumission de la loi aux exigences des traités internationaux. Or, là aussi, la loi fiscale a été concernée par ce changement. Outre la loi, il existe outre la Constitution et la loi, il faut également signaler le règlement, qui n'est pas inexistant en matière d'impôt, en matière de droit fiscal, et constitue une source réelle du droit fiscal. Il appartient effectivement au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles fixées par le législateur, et bien entendu, comme la loi doit respecter les normes constitutionnelles et les exigences conventionnelles, internationales, les règlements doivent se conformer aux normes supérieures et d'abord aux lois. Outre la Constitution, la loi, le règlement, le droit fiscal peut trouver sa source dans la jurisprudence administrative et judiciaire. Et bien que le droit fiscal soit comme le droit pénal d'interprétation stricte, il faut signaler quand même qu'il y a matière à une interprétation qui témoigne dans bien des cas d'une réelle marge de création du juge. Enfin, et l'on a envie de dire last but not least, parce que c'est une source du droit fiscal qui est originale, une source du droit, de cette branche du droit qui est tout à fait originale et qui le caractérise. Au titre des sources internes du droit fiscal, il faut mentionner ce support juridique particulier que l'on désigne comme la doctrine administrative. L'expression recouvre ici tout un ensemble de textes qui vont des instructions aux notes, aux circulaires que les chefs de service adressent à leurs agents dans un but pédagogique, c'est-à-dire afin de leur expliquer le sens des textes à appliquer. Et cet ensemble de documents internes à l'administration, à la fois volumineux et disparates, ne concerne pas seulement le droit fiscal, bien sûr, mais dans ce domaine, la doctrine administrative occupe une place tout à fait importante et originale qui mérite l'attention. En principe, ces documents internes à l'administration, ce sont des documents transparents dans les relations entre l'administration et les administrés. La doctrine est normalement insusceptible de recours devant le juge, elle n'est pas invocable, on ne peut pas soulever un moyen tiré de la violation d'une note de service à l'appui d'un recours dirigé contre l'impôt. Et puis la doctrine, en principe, n'est pas non plus opposable par l'administration aux administrés. Elle ne peut pas se prévaloir d'une note de service, d'une circulaire à leur encontre pour fonder sa décision. Bien évidemment, il n'est pas question de transparence quand une telle note de service ou telle circulaire ne se contente pas d'interpréter le texte à appliquer, mais comporte des dispositions impératives à caractère général, c'est-à-dire des dispositions qui font grief. Mais en dehors de ce cas, la doctrine est donc transparente dans les relations entre l'administration et les administrés. Voilà le cas général. En droit fiscal, les choses sont en partie différentes en raison de deux dispositions législatives. Ce sont l'article L80A et l'article L80B du livre des procédures fiscales. Ces textes ont été adoptés dans un souci de protection des contribuables contre les changements de doctrine administrative et en vérité,
ils aboutissent à faire de la doctrine administrative en matière fiscale une véritable source de droit. Il faut dire que les modifications de la doctrine administrative peuvent être tout à fait préjudiciables aux contribuables. On sait que l'interprétation, ou en tout cas on l'imagine, l'interprétation de la loi fiscale que retient la doctrine administrative, donc l'administration fiscale, peut évoluer d'une période à une autre. Or, un contribuable qui, au moment T, s'est conformé à telle interprétation administrative, va se trouver a priori désarmé au moment T2, lorsque l'administration aura changé son interprétation de la loi au profit d'une conception plus stricte. Alors que le contribuable avait appliqué la loi conformément à l'interprétation qu'en retenait initialement l'administration fiscale, il va s'exposer, pourquoi pas, à une rectification d'impôt, parce que cette interprétation aura changé entre-temps au profit d'une autre qui est moins favorable au contribuable. Les deux textes mentionnés, l'article L80A, l'article L80B du livre des procédures fiscales, visent à offrir aux contribuables une protection contre ce type de situation. Au-delà des nuances techniques qui les séparent, au-delà des conditions précises qui sont posées à leur bénéfice, eh bien, il se trouve que ces deux textes visent essentiellement à offrir la garantie suivante. Quand l'administration aura pris formellement et publiquement position à propos de l'application d'un texte, le contribuable qui se sera conformé à cette prise de position administrative ne pourra pas se voir pénalisé ultérieurement à la suite d'un changement intervenu dans la position de l'administration. En d'autres termes, ces textes vont permettre aux contribuables d'invoquer la doctrine administrative originelle pour faire échec à une nouvelle interprétation de la loi fiscale. Donc il y a là quelque chose d'assez original dans le droit fiscal, car la doctrine administrative, finalement, y est une source de droit réel, et son originalité tient principalement au fait que, finalement, la loi peut se voir écartée au profit d'une règle qui a sa source dans une note de service, ce qui permet en tout cas à certains d'affirmer un bouleversement de la hiérarchie des normes en matière fiscale, position que l'on peut tempérer en considérant qu'il y a simplement là une garantie procédurale. Voilà pour les sources internes du droit fiscal. Il s'agit à présent d'évoquer les sources internationales du droit fiscal.